Je suis très heureux que nous soyons aujourd'hui réunis par ce 40e colloque du RPH portant sur l'inattendu fantasme. Certes, de l'inattendu, il y en a dans le fantasme, mais pas uniquement. Qui, il y a quelques années, aurait pu imaginer que nous puissions nous rencontrer de cette manière, par le biais de Zoom ? Nous le faisons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, puisque comme le propose Fernando de Amorim, nous dansons avec le réel, à la façon du fantasme, pourrions-nous dire. Quelle chorégraphie pratique ce dernier ? Nous le verrons au fil des interventions des membres du RPH, que je tiens à remercier dans leur ensemble, et plus particulièrement les organisatrices et organisateurs de cette journée, pour avoir permis cette splendide danse. Ici ou là, en différents lieux, nous pouvons entendre parler de fantasmes, bien souvent conscients. Ceux relevant de l'inconscient ne se disent pas en société, parfois pas même à soi. L'observation de Sigmund Freud au début du XXe siècle reste d'une étonnante actualité par rapport à l'usage commun du terme. Les souhaits insatisfaits, à l'origine du fantasme, sont soit des souhaits ambitieux, soit des souhaits érotiques. En effet, il semble que lorsqu'il ne s'agit pas de gagner au loto, ni d'être doté de toute puissance, les fantasmes liés à la sexualité occupent la scène. Parmi les contenus fantasmatiques sexuels qui peuvent se dire aussi en dehors de nos consultations, c'est-à-dire ceux capables d'être conscients par eux-mêmes, certains rappellent les fantasmes originaires liés au thème des parents, que Freud évoque dans une note de bas de page de ses 3 essais sur la théorie sexuelle. Ceux-ci sont relatifs à la séduction précoce, à la menace de castration et à l'épiement du commerce sexué parental, auxquels peuvent nous faire penser les fantasmes de triolisme ou encore de candolisme, portant sur une scène sexuelle composée à 3, avec une participation nuancée de la personne concernée. Nous devons le choix de cette brève vignette clinique au fait qu'elle illustre succinctement le caractère inattendu du fantasme, devant lequel les résistances se mobilisent aussitôt pour le repousser en dehors de la conscience. Aussi, il est remarquable qu'une telle déclinaison du fantasme de séduction puisse donner lieu à un acronyme, MILF, généreusement popularisé. Si les fantasmes originaires ont une présence universelle comme l'avance Freud, cela pose la question de l'évolution des manifestations de leur contenu singulier au fur et à mesure des avancées technologiques et sociétales, de la multiplication ou de la restriction des possibles. Rappelons, à titre d'exemple, que Freud conçoit le mariage comme une façon de s'assurer contre les tentations de la sensualité. À travers l'expression « ne prends pas tes rêves pour la réalité », nous pouvons entendre une opposition entre fantasme et réalité. Cependant, celle-ci n'est pas si nette. Le fantasme joue avec la réalité. Dans sa fameuse lettre du 21 septembre 1897, que Freud envoie à son ami Wilhelm Fliess, il énonce le constat certain qu'il n'y a pas de signe de réalité dans l'inconscient, de sorte que l'on ne peut pas différencier la vérité et la fiction investie d'affect. Il introduit ainsi la notion de réalité psychique. Les membres cliniciens du RPH apporteront leur lumière sur cette notion de fantasme, fondamentale en psychanalyse et éclairant considérablement la voie de la compréhension de l'inscription de l'être dans le monde qui l'entoure. Mais qu'est-ce que le fantasme ? Inspiré par la définition psychanalytique de Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, nous pouvons l'envisager comme une construction imaginaire où le sujet est présent et qui met en scène des désirs, conscients ou inconscients, agis ou représentés, assumés par le sujet ou projetés sur autrui. Comme le rêve, le fantasme est, selon Freud, un accomplissement de souhait, un correctif de la réalité insatisfaisante. Le fantasme articule donc la relation de l'être à la réalité. En allemand, Fantasie désigne le monde imaginaire, ses contenus, l'activité créatrice qui l'anime. Ainsi, dans Le poète et l'activité de fantaisie, Freud rapproche le fantasme du jeu de l'enfant pour identifier le processus créatif à l'œuvre. Tous deux permettent de déplacer et de transformer la réalité dans une nouvelle configuration. Néanmoins, contrairement au jeune enfant qui joue avant que ses digues psychiques ne soient édifiées et les interdits intériorisés, l'adulte a honte de son activité de fantaisie, comme de quelque chose d'enfantin et de non autorisé. L'inattendu fantasme, résultant de souhaits inconscients, apparaît intimement lié à l'interdit qui plane au-dessus ou à côté de lui. Il se cache, ne se parle pas aisément et se dissimule dans le discours. Alors qu'approche l'inconscient, l'inattendu, l'insoupçonné, l'imprévisible fantasme, déconcertant, menaçant et déroutant le moi, ce dernier commande une levée de bouclier, de mécanisme de défense.
Le fantasme se retrouve donc contraint de s'exprimer tout en restant logé derrière de multiples résistances et déformations, en tant que substitut et rejeton. Il est un compromis, au sein duquel les désirs refoulés sont transformés en ces fantaisies-ci qui peuvent être aisément mécomprises par la personne consciente. C'est pourquoi, après tant d'efforts, le fantasme qui émerge enfin est fréquemment rejeté de la conscience sous prétexte d'absurdité. Devant le conflit entre les souhaits inconscients et les exigences de la morale, le moi peut accepter de renoncer à toutes les voies de la satisfaction prohibées par la société, à condition que lui soit ouverte l'une des voies permises, à savoir de rattacher ainsi sa vie à celle d'autres personnes, si intimement que le raccourcissement de sa propre durée de vie devienne surmontable. Bien que les exigences de ses propres besoins n'aient pas le droit d'être satisfaites et doivent rester inaccomplies pour que l'être puisse vivre et agir en société, tout comme les traits d'esprit, les fantasmes murmurent que les souhaits et les désirs ont le droit de se rendre perceptibles, en tant que compromis. Si le fantasme est interdit, il est également interdit, dit entre les phrases, entre les mots et les manœuvres défensives. Comme ce qu'évoque Freud au sujet du trait d'esprit, du jeu de l'enfant et de l'adulte ayant consommé des substances toxiques, le fantasme permet de se soustraire à la pression de la raison critique et à la séparation du vrai et du faux dans la réalité. En cela, il signe également la révolte contre la contrainte de pensée et de réalité. Si nous poursuivons cette analogie avec le trait d'esprit, nous pouvons penser le fantasme à l'aune des dernières lignes écrites par Freud dans le trait d'esprit et sa relation à l'inconscient, c'est-à-dire comme visant à regagner, à partir de l'activité anémique, un plaisir infantile qui n'a été perdu en fait que par le développement de cette activité psychique et de ses digues. Le Centre national de ressources textuelles et lexicales nous renseigne quant aux racines du terme fantasme, emprunté au latin phantasma, qui signifie fantôme. Or, les fantômes ne sont-ils pas des manifestations, habillées différemment, du retour de ce qui a été et n'est plus ? Les fantasmes ne sont pas vêtus d'un drap blanc, direz-vous. Mais puisque les signifiants parlent, gardons cette parenté étymologique entre fantasme et fantôme à l'esprit. Disons plutôt en mémoire pour éviter tout mauvais jeu de mots. À la façon d'un fantôme, le fantasme est déguisé, habité par un contenu qui fait retour, amenant avec lui un fragment essentiel et perdu du passé dans le présent. Certains disent que les défunts restés entre deux mondes, c'est-à-dire n'ayant pas rejoint pleinement le monde des morts, reviennent hanter les vivants. Cela marque le saut d'un deuil compliqué. Là où le renoncement n'a pas opéré, le retour advient. Les fantômes évoqués par Nicolas Abraham et Maria Torok dans L'écorce et le noyau désignent les ancêtres qui n'ont jamais été rencontrés, donc la préhistoire de l'être qui vit de façon inattendue en lui. En 1897, dans son manuscrit Elle, Freud écrit que le fantasme est élaboré après coup, à partir de choses entendues, en combinant le présent et le passé, le vécu et l'entendu, l'existant et le préexistant. C'est là une idée fondamentale qui voit le jour et qui sera ensuite développée par Jacques Lacan. Selon Laplanche et Pontalis, le traitement psychothérapeutique ou psychanalytique vise justement à dégager, derrière les productions de l'inconscient comme le rêve, le symptôme, la mise en acte, les conduites répétitives, le fantasme sous-jacent, puisque c'est l'ensemble de la vie du sujet qui se révèle comme modelé, agencé par ce qu'on pourrait appeler, pour en souligner le caractère structurant, une fantasmatique. Au cours de cette journée, les intervenants articuleront leur pratique clinique actuelle aux théories freudo-lacaniennes, afin d'envisager le déploiement du fantasme dans la cure psychanalytique. Face au conflit entre désirs inconscients et interdits, la névrose peut constituer un refuge, nous dit Freud. Rien ne protège aussi sûrement sa vertu que la maladie. Comment donc opérer cliniquement avec le fantasme pour permettre à l'être en souffrance psychique, organique et ou corporelle de construire son existence autrement, qu'en empruntant, voire en s'engouffrant dans les voies coûteuses et appauvrissantes du symptôme, de l'agir et de la répétition. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente journée, que celle-ci soit riche de réflexion et de questionnement, et je laisse sans plus attendre la parole à Chloé Blachère. Je vous remercie.